pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Nous sommes toujours au cœur du Parc des Princes puisque nous sommes dans les vestiaires du Parc des Princes pour cette masterclass Your Future. On va avoir une masterclass interactive. Alors, toutes les masterclass sont interactives, mais alors là, on est dans le summum de l'interactivité puisque vous le voyez, donc moi je ne suis pas toute seule, je suis entourée de jeunes, d'étudiants, de lycéens et on va vous demander de participer à cette masterclass. Vous allez être vraiment les acteurs de cette masterclass. Vous le voyez, autour de moi, ils ont tous des pancartes comme ça. Oui, non. Donc, il y a une petite règle du jeu, c'est qu'on va vous poser des questions, il va falloir répondre par oui ou par non. Jusque-là, vous allez pouvoir suivre. Vous aussi, vous pouvez réagir avec nous, puisque c'est interactif, qu'il y a un chat. Si vous avez envie de poser des questions ou d'intervenir, n'hésitez pas à le faire. On va se préoccuper aujourd'hui de l'orientation, de l'accompagnement, de la professionnalisation, de la formation certifiante et de l'alternance. Mais surtout, plus que jamais, donc cette masterclass va être interactive, comme je vous l'ai dit. On va vous écouter, on va vous comprendre, on va chercher à vous accompagner et à construire votre vie professionnelle et personnelle pour que vous soyez le plus épanoui possible. Voilà, c'est ce qu'on veut. Et pour ça, je ne serai pas toute seule. J'ai avec moi la chance d'avoir Caroline Costa-Savelli. Bonjour Caroline. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la directrice de l'insertion et de l'inclusion du groupe IGS. Alors, là, comme ça ne nous dit pas grand-chose. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de vous. D'abord, on va commencer. Qui êtes-vous? Dites-nous tout. Qu'est-ce que c'est que l'IGS et qui êtes-vous, Caroline? Oui, bonjour à tous. Alors, avant de présenter l'IGS, je vais juste me permettre de dire quelques mots sur qui je suis, mon parcours, et vous verrez qu'il y a un petit lien avec ce que j'ai envie de vous raconter après. Voilà, moi, j'ai fait toute ma scolarité dans un lycée international, en français et en anglais. Donc, j'ai vécu de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans un double système éducatif. C'est-à-dire que j'avais la moitié de mes cours en français, avec des profs français, dans le système éducatif, comme on le connaît, éducation nationale, que vous expérimentez, j'imagine, tous les jours. Et puis, j'ai vécu la moitié de ma scolarité qui était en anglais, avec des profs anglais, dans un système éducatif qui est, mine de rien, très différent. Voilà, donc j'ai été baignée là-dedans et j'y reviendrai, j'expliquerai comment ça a nourri après mon parcours. Et après, comme peut-être beaucoup d'entre vous ici aujourd'hui, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, je me posais des questions et donc j'ai été dans une école de commerce. Voilà, à l'époque, l'apprentissage n'existait pas, donc c'était des écoles payantes. J'ai fait 5 années de scolarité et puis je me suis retrouvée à faire des missions en marketing, en commerce. Et puis, je suis arrivée par hasard dans le monde de l'éducation. En fait, j'avais postulé pour un job de commercial dans un organisme de formation. Et j'étais embauchée, j'étais jeune, pour donner des cours, pour être formatrice. Et puis, je me suis rendu compte que c'était un métier que j'adorais. Et depuis, j'ai jamais quitté ce métier. Voilà. Et pendant 18 ans, j'ai dirigé un centre de formation en apprentissage. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Donc, c'est un système qui permet à des jeunes de préparer un diplôme, un titre, de faire des études, mais en même temps d'être salarié, de travailler. Donc, j'ai piloté le CFA Codis du groupe IGS. Et depuis quelques mois, maintenant, je suis toujours dans le groupe IGS, mais je suis la directrice de la mission insertion, inclusion du groupe. Qu'est-ce que le groupe IGS, déjà qu'on comprenne bien? Alors, le groupe IGS, c'est un groupe privé associatif important dans le domaine de la formation, où on propose tout un tas de parcours de formation et de dispositifs pour permettre à chacun de trouver sa voie. Donc d'abord, on a des écoles, pour les jeunes qui veulent faire un parcours en initial, avec bien sûr toujours des périodes de stage en entreprise, ça c'est toujours vraiment important. Et puis, on a des CFA, donc des centres de formation en apprentissage, où vous partagez votre temps entre effectivement l'école et l'entreprise. Vous êtes salarié, vous gagnez de l'argent, ça n'a aucun coût pour le jeune. Et puis, on a aussi de la formation d'adultes et on a aussi des parcours professionnalisants, donc parfois qui sont plus courts, mais qui débouchent aussi sur des titres, sur des diplômes qui permettent de se professionnaliser. Donc c'est la mission insertion du groupe que je dirige aujourd'hui. Donc vous parlez d'insertion, inclusion, des mots qu'on entend mais qui restent un petit peu abstraits. De quoi on parle exactement? Qu'est-ce que ça veut dire là pour tous les jeunes qui nous regardent? Qu'est-ce que sont ces mots? Alors pour moi, ce qui est important, c'est de permettre de la diversité, parce qu'on est tous différents et on a tous des besoins différents. Et donc ce qui est important, et ce qu'on offre nous au groupe IGS, c'est de vous proposer des parcours adaptés en fonction de vos envies et de votre profil. Et donc des parcours pour des jeunes qui cherchent une expérience professionnelle, pour des jeunes avec des systèmes pédagogiques vraiment adaptés qui sont en décrochage scolaire, pour des gens en situation de handicap. On a une mission handicap, on accompagne aujourd'hui plus de 300 personnes par an, pour des gens qui sont en reprise d'études avec comme je l'ai dit, des formations plus courtes et plus professionnalisantes. L'idée, c'est de pouvoir, l'inclusion, pour moi, c'est de permettre à chacun de trouver son juste parcours. Voilà, il n'y a pas un parcours qui est bien, un autre qui n'est pas bien. Il faut que chacun trouve sa juste voie. Et c'est pour ça que c'est important d'offrir une diversité de dispositifs et de parcours. Et c'est ça, pour moi, l'insertion. Alors, on va se plonger vraiment au cœur
cœur du débat. On va vous mettre à contribution tout de suite avec une question qui est ultra simple et je veux que vous soyez le plus franc possible. Tous ceux qui êtes autour de la table, est-ce que vous prenez goût à aller en cours? Est-ce que vous aimez aller à l'école et est-ce que vous aimez aller en cours? Oui ou non? Et vous inquiétez pas, vous ne serez pas jugés. Je vous le dis parce que voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Qu'est-ce qu'on voit autour de nous? On a quand même pas mal de. Alors, il y a des oui, donc ça fait plaisir parce qu'on se dit quand même qu'il peut y avoir un goût des cours. Mais qu'est-ce qui fait que certains répondent non? Est-ce qu'il y en a là déjà parmi vous qui ont envie d'être sincères, de s'ouvrir et de nous expliquer? Et encore une fois, on n'est pas du tout dans le jugement. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans le fait d'aller en cours? Qui veut bien commencer et prendre la parole? Oui. Alors, attends, je vais te donner mon micro. Bah déjà, se lever le matin et faire du 8-18 heures, c'est dur. Après, moi je suis en voie générale et je sais qu'on m'a demandé de travailler en moyenne 2 heures chez moi après les cours pour faire mes devoirs, réviser les matières que j'ai le lendemain et 4 heures le week-end, ce qui fait quand même beaucoup d'heures et on n'a pas vraiment de temps libre au final pour se reposer et prendre soin de soi. Merci. Déjà, on peut applaudir le premier qui a osé prendre la parole. Quand même, c'est pas facile. Merci beaucoup. Caroline, ça en dit long en fait. C'est ça le problème numéro un? Il y a plein de choses. Voilà, moi, j'attaquerai ni personne, mais effectivement, je rejoins ce jeune homme. Demander à quelqu'un de passer 8 heures assis sur une chaise, à écouter quelqu'un qui raconte quelque chose qui, au premier abord, qui ne présente aucun intérêt, et en plus, pas réussir, et c'est normal, à trouver du sens là-dedans, ça me paraît effectivement bien compliqué. Voilà. Et c'est ça qu'on demande aujourd'hui dans notre système, c'est qu'on ait un système où on est beaucoup dans la dimension intellectuelle, il n'y a pas beaucoup de place qui est laissée aux activités artistiques, manuelles, il n'y a pas beaucoup de place qui est laissée à tout l'aspect corporel, et en même temps c'est super important de pouvoir bouger et faire de l'exercice. Il n'y a pas beaucoup de liens entre les... Voilà. Donc il y a effectivement un certain nombre de choses où on comprend que ça peut poser souci. Voilà. Et peut-être vous raconter l'histoire de... Moi, quand je suis arrivée au CFA, donc CFA CODIS, Centre de formation en apprentissage, effectivement, la première année, donc c'était il y a 18 ans, je suis arrivée avec des problématiques d'absentéisme, de retard, de comportement et d'engagement. Et donc j'ai regardé ça, j'ai écouté les jeunes, voilà, comme aujourd'hui, et je me suis dit, il faut tout changer. Voilà, ce système, il ne va pas. Ce qu'on fait aujourd'hui, la façon dont on enseigne les choses, ça ne va pas. Voilà, donc on s'est dit, progressivement, on a enlevé les cours descendants. Voilà, être assis 8 heures par jour et avec des devoirs derrière, c'est juste effectivement hallucinant. Donc on a enlevé des heures de cours, on a enlevé des cours descendants. Donc aujourd'hui, on travaille en mode projet avec des ateliers. On demande aux jeunes d'aller, eux, chercher l'information. Aujourd'hui, on a tous entendu parler des classes inversées. Au lieu d'avoir quelqu'un qui vous raconte les choses, on vous demande d'aller chercher vous-même l'information. On est en mode projet, c'est-à-dire qu'on développe aussi la collaboration entre jeunes. Et puis, on a aussi travaillé tous les éléments, parce que, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a tous un faisceau d'intelligence différente. On a tous plein de formes d'intelligence, et que si on vous permet de travailler sur un nombre restreint d'intelligence, vous allez imaginer que vous n'êtes pas bon, mais peut-être que vous avez plein d'autres formes d'intelligence qui sont super importantes. Donc on s'est dit, ce qui est très important aussi, c'est de permettre aux gens de renouer avec la confiance en soi. Parce qu'on sait aujourd'hui que quand on a confiance en soi, ça ouvre des possibles, mais incroyables, ça ouvre tous les apprentissages. Et donc c'est important de travailler là-dessus. Alors comment on travaille là-dessus? On met en place plein de projets et plein d'activités où les gens se sentent bien. Donc on propose des activités artistiques, il y a des ateliers photo, street art, théâtre, on donne beaucoup de place à l'activité corporelle, donc on appelle ça des séances de cohésion sportive. On travaille aussi la gestion des émotions, parce que c'est important d'apprendre à se connaître, à interagir avec les autres. Donc on leur fait faire des ateliers de sophrologie. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais on apprend à se détendre, à respirer, à s'endormir parfois. Moi, je m'endors tout le temps à la séance de sophrologie, mais c'est intéressant. On orchestre des voyages. Enfin, voilà, on fait plein de choses qui permettent de travailler toutes ces différentes formes d'intelligence, et on le fait autrement. Et puis, il y a une chose qui est aussi très, très importante, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la qualité du lien. C'est travailler l'accompagnement et travailler la façon dont le regard qu'on porte sur nos alternants, sur nos étudiants. Voilà. Ce qui est essentiel aussi dans l'apprentissage, c'est se sentir reconnu dans ces différences, valorisé, encouragé. Donc par exemple, on a enlevé tous les systèmes de notes.
Voilà, tout ce qui met en compétition, tout ce qui met... Parce que pour moi, ça n'a aucun sens, ça. Donc on évalue, on fait de l'auto-évaluation, on fait de l'évaluation par les pairs, parce que parfois il faut un peu de compétition, c'est pas mal, mais on fait surtout l'évaluation avec les compétences, avec des grilles de compétences, et on sort de cette idée d'être en compétition. D'être le meilleur. Exactement. Est-ce que ça Et vous de parle, classement, justement, etc. parce que donc, toi, tu nous parlais de la charge de travail, une charge mentale, une charge physique, et puis en plus, le soir, effectivement, faut remettre le couvert. Est-ce que là, autour de la table, vous vous rendez compte que cet aspect aussi de classement, de notes, de comparaison, ça joue aussi pour ceux qui ont répondu non? Vous avez l'impression que ça joue aussi? Ouais. Donc ça peut être une belle alternative. Quelqu'un qui a répondu non encore, est-ce qu'il y a une autre raison qui fait que vous n'aimez pas forcément aller en cours? Une autre raison que ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire la charge de travail et peut-être ce classement, la quête du... Donc toi, tu avais répondu non. Vas-y, je t'écoute. Moi, je trouve que c'est par rapport... moi, j'ai eu cette chance de savoir très vite ce que je voulais faire plus tard dans le professionnel. Mais c'est vrai qu'on parle souvent de ceux qui sont perdus, qui ne savent pas forcément quoi faire, et on parle pas assez de ceux qui savent ce qu'ils veulent faire. Et c'est vrai que cette transition entre le lycée et les études supérieures peut paraître très longue du coup, parce qu'on voit beaucoup de matières, beaucoup de programmes qui nous serviront pas forcément, et c'est là où on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on apprend, et à quoi ça va nous servir. Et c'est vrai que c'est une charge très importante de se dire on est en train de perdre notre temps en fait. Merci. C'est un échange très intéressant, je trouve. Merci pour cet échange-là. C'est ça aussi. C'est-à-dire que là, on parlait de sophrologie, on parlait de choses un peu alternatives. La géo, le français, les maths, on baigne dedans depuis toujours et on se dit effectivement, est-ce que ça va nous servir un jour, quoi? Ah oui, en France, on a un système qui est très académique, mais où effectivement, on travaille un nombre restreint d'intelligence et de facultés. Voilà. Et on sait qu'en entreprise, ce qui est important, bien sûr, c'est le savoir. C'est important d'avoir, si on veut faire du marketing, d'avoir des bases, etc. Mais aujourd'hui, vous avez Internet, vous apprenez beaucoup de choses tout seul. Mais ce qui est surtout important, c'est 90% de ce qu'on va vous demander, c'est votre capacité à vous connaître vous-même, à être bien dans votre basket, à être aligné, à savoir communiquer, à savoir travailler ensemble, collaborer. Et si vous écoutez toutes les entreprises, c'est exactement ça qu'elles disent, c'est qu'elles cherchent des gens aujourd'hui bien dans leur basket et qui sont capables de travailler avec les autres et qui ont des formes d'intelligence un peu différentes. Donc vous avez totalement raison. Ce qui est vraiment important aussi, c'est d'arriver à donner du sens. Voilà. Quand on sait pourquoi on fait les choses et pourquoi on se lève le matin, eh ben on y va avec beaucoup plus d'envie, de motivation. Et l'entreprise, c'est pour ça que l'apprentissage est intéressant, est une voie qui s'est beaucoup développée ces dernières années, et tant mieux, et beaucoup de jeunes y vont aujourd'hui de façon massive, c'est que ça donne du sens. C'est-à-dire que quand on va en entreprise et qu'on regarde ce qu'on nous demande, comment ça fonctionne, etc., quand on revient ensuite en classe, on peut vraiment faire du lien entre ce qu'on a appris en entreprise et ce qu'on apprend au CFA. Et notre rôle aussi, c'est de créer le plus possible des liens entre ces deux mondes, parce que c'est vraiment important de faire le lien, vous avez raison. Ouais. À l'inverse, il y a eu quelques oui, donc ça c'est plutôt sympa. Est-ce que quelqu'un qui a répondu oui pourrait nous dire ce qui lui plaît justement dans l'école, le fait d'aller en cours en tout cas, et on va peut-être voir si ça on le retrouve aussi au sein de votre structure. Quelqu'un qui a dit oui veut bien répondre? Vous êtes timide là encore, hein? Il y avait des oui là. Vous pouvez vous lâcher, hein, on est entre nous, hein, on est bien. En plus, là voilà, c'était... Ah, maintenant, il faut assumer. Faut assumer. Vous avez dit oui, j'adore aller en cours. On sentait le cri du cœur. Est-ce que quelqu'un qui a répondu oui veut bien juste prendre la parole, dire ce qu'il aime? Même si c'est aller à la cantine, hein, c'est pas grave. Ça vous dérange pas, mais... Oui? Ah, voilà, il y en a une là. Tu as échappé. Donc moi j'ai répondu oui parce que je trouve qu'à partir du moment où on s'intéresse à quelque chose, plus on va s'intéresser, plus on va être intéressé et finalement ça va être un cercle vicieux, que ce soit l'histoire, la géographie, les mathématiques. À partir du moment où on va toucher du doigt un sujet, finalement il n'est jamais approfondi complètement et on peut croire que ça va nous servir à rien, que les mathématiques c'est pas fait pour nous, que la géo finalement on s'en fiche, que le fleuve Intel il traverse tel pays. Ça nous est égal, mais finalement, plus on renforce notre intérêt et notre culture générale, plus on va se sentir mieux et plus on va pouvoir progresser intellectuellement. Merci, on peut l'applaudir aussi. Oh, je sais pas ce que vous en pensez, on a des jeunes super intéressants autour de la table. Vous êtes, vraiment, vous êtes au top. On a choisi les meilleurs. En même temps, on a choisi les meilleurs. Mais c'est bien, ça rebondit avec ce que vous disiez il y a quelques instants, en fait. Ça va dans le sens de ce que vous disiez. Tout à fait. Donc, on est assez content. On va essayer de continuer à explorer
tout ça. Est-ce qu'à votre avis, il existe une école, ce serait l'école de rêve, quoi, l'école rêvée? Est-ce qu'on est obligé de rester dans des écoles comme ça, très, très archaïques, ou est-ce que l'école de rêve existe? Oui ou non? Allez, c'est pas une question trop compliquée, trop compliquée. Non, oui, non. Est-ce que ça existe, l'école Ce de qui rêve? serait intéressant, c'est de savoir, ça serait quoi l'école de vos rêves ou c'est oui. quoi? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Quelle serait l'école de vos rêves? Qu'est-ce qui se passe dans cette école, si vous rêvez d'une école? Allez, quelqu'un qui n'a pas parlé encore. Et ça peut être n'importe quoi. Encore une fois, il n'y aura pas de jugement. Si l'école de vos rêves, c'est l'école où vous arrivez à 11h30, vous repartez à 15h, où on s'éclate, c'est possible aussi. Tout est possible. On veut savoir ce qui vous intéresse. Allez, quelqu'un, soyez pas timide. Moi, je sais pas, moi je me rappelle, alors l'école ça remonte un petit peu, mais bon, je me lance aussi. Si je devais refaire des études, non mais c'est vrai. C'est vrai, j'ai fait des études de droit, typiquement, donc ça a été long, ça a été fastidieux. Moi, l'école de mes rêves, ça aurait été l'école où on n'est pas que dans du théorique. Euh, une école dans laquelle on m'écoute aussi, moi en tant qu'individu, en tant que jeune, parce que je suis l'acteur de ma vie, de ma carrière. Vous avez vu, c'est pas mal, hein, j'arrive à dire un peu l'école de mes rêves, mais voilà, où on est considéré. Je pense que ça peut. Et où on est intéressé aussi, d'emblée. Est-ce que vous vous retrouvez dans ma définition de l'école de rêve? Pas trop, hein. Ouais. Oui. Oui, ah, oui, oui, bof. Il y a du soutien. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Quelle serait l'école de vos rêves? Vraiment personne. Ah oui, bah. Attends, et je pense qu'ici, tout le monde peut parler. Et c'est bien, et ça va délier les langues, tu vas voir. Je crois que moi, l'école de mes rêves, ça aurait été une école où on commence d'abord par s'interroger sur les compétences, enfin, sur ce qui nous définit, nous, en tant que personnes, et sur ce qu'on aime faire, et quelles sont les choses dans lesquelles on est bon naturellement. Et déjà de se dire, bah voilà, toi, naturellement, tu es bon dans ça, et peut-être que cette carrière-là, du coup, te conviendrait bien, parce que je vois que tu as ça et ça naturellement comme compétence. Et aujourd'hui, je trouve moi, je me souviens, au lycée, on m'a dit, oui, alors toi, tu es plutôt bonne à l'école, essaye de faire une prépa. Prépa, j'ai été recalée direct, j'ai été faire du droit, pareil, et le droit, en fait, ça me plaisait pas du tout. Et j'ai perdu 4 ans comme ça à la fac, c'était terrible. Et en fait, si on m'avait dit, mais non, en fait, toi, tu as plus ce genre de profil, tu devrais aller te diriger vers ça, j'aurais gagné beaucoup de temps, beaucoup de questions. Et maintenant, je suis beaucoup plus âgée que vous tous ici. Et même si ça ne se voit pas. Et j'aurais bien aimé trouver directement ma voie. Et c'est pour ça que je trouve que ces salons sont intéressants. Peut-être que vous en vous rendez pas compte, mais allez parler aux gens. Dites-vous que aussi tout est possible, qu'on peut faire ce qu'on a envie vraiment, en fait. Et sortir un peu des sentiers battus. Moi, je pense que l'école idéale, c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse aux étudiants. Et je trouve qu'en réalité, c'est pas le cas. C'est pas le cas aujourd'hui. Au lycée, on s'intéresse pas aux étudiants. En tout cas, les profs c'est assez rare. Et aussi dans l'enseignement supérieur, on s'intéresse pas assez aux individualités. Et quand on dit, bah ouais, moi j'ai envie de travailler dans le sport, on va te regarder, on va dire, bah non. Bah pourquoi non, en fait? Peut-être qu'on est bon en sport, peut-être qu'on peut diriger des sportifs. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, mais je trouve ça dommage. Donc l'école idéale, c'est plus ça, je pense. Bravo. Merci. Je sais pas vous, mais je vote oui, hein. On est oui, Charlotte, pour qu'elle vous représente. Là, c'est porte-parole des étudiants. Caroline, vous, il y a quelques années, justement, vous avez posé cette même question à des étudiants. Il y a une petite anecdote, vous pouvez nous en parler? Oui, il y a quelques années, j'ai décidé d'aller sur toutes les classes. Donc, on a une 60aine de classes au CFA Codis. Et j'ai passé 2 heures avec chaque classe. Et j'ai demandé à chacun, individuellement, de prendre la parole et de me raconter d'abord un souvenir d'école. Alors, j'ai pas dit bon ni mauvais, mais un souvenir d'école. Et deuxièmement, ça serait quoi l'école de vos rêves? Et j'ai vécu des moments incroyables, absolument fantastique. On est passé du rire aux larmes. Alors, il y a eu des rires, mais il y a eu aussi beaucoup de larmes. C'est-à-dire que les gens, ils racontaient des choses assez incroyables qui avaient abîmé des choses en eux par rapport à l'école. Voilà. Moi, juste une petite anecdote, peut-être ça va vous parler, ou peut-être ils font plus ça aujourd'hui, j'espère. Mais moi, j'ai souvenir d'une prof, et encore une fois, on n'attaque personne, rien aujourd'hui, parce qu'il y a des gens incroyables dans le système, mais je me rappelle d'une prof qui distribuait les copies, c'est une prof de français, dans l'ordre des notes. Ça, c'était terrible aussi. Et donc tout le monde, voilà,
stressait. Et puis après, elle lisait alors la meilleure copie, mais elle lisait systématiquement la moins bonne copie. C'était toujours le même garçon et tout le monde se moquait. Je me rappelle à quel point ça m'avait bouleversée. Mais même encore aujourd'hui, y repenser, j'en ai Mais oui, presque les même larmes quand aux on a yeux. des Voilà. bonnes notes, par exemple, on est bouleversé parce que ça nous gêne aussi que... Parce que je trouve ça effroyablement violent. Je suis d'accord. Il n'y a pas de mots. Mm. Qu'est-ce que ça, dans un enfant, qu'est-ce que ça provoque pour Traumatisme. lui? C'est quelque chose qui va le suivre toute sa vie. Mm. Toute sa vie. Voilà. On ne peut pas effacer. On pourra atténuer, mais on ne pourra pas effacer de choses Surtout comme qu'on ça. peut être Et donc, mauvais élève et réussir sa vie. eh ben, Il faut le savoir. bien sûr. Et donc, voilà, j'ai écouté toutes ces histoires et les jeunes avaient beaucoup d'histoires à raconter sur ce qu'ils avaient pu vivre au lycée, au collège, etc. Et puis après, je leur ai demandé, ça serait quoi l'école de vos rêves? Et c'était aussi incroyable. Il y a aussi des petites anecdotes où un jeune me dit, moi, madame, je suis désolée, je ne peux pas associer le mot rêve et école dans la même phrase. Tellement, c'était pas possible pour lui parce que tellement ça a été quelque chose de traumatisant. Donc derrière, effectivement, un système qui a plein d'avantages, mais où quand même, on vous demande d'être assis sur une chaise 8 heures à écouter, sans parler, sans pouvoir collaborer, etc. Il y a quelque chose qui peut être assez violent dans ce système. Voilà. Et puis, j'ai fait une synthèse de tout ce qui a été dit, et c'était incroyable. Je vais vous en lire un tout petit peu quelques phrases, parce que c'était vraiment magnifique. Donc j'ai vraiment envie de vous partager ça. Vous voyez, les jeunes, ils ont dit un endroit où on ne s'en sentirait pas jugé, un endroit où chacun pourrait s'entraider, où on pourrait apprendre en s'amusant, où on s'en sentirait responsable. On pourrait découvrir d'autres cultures à travers des voyages. Un endroit qui permet et encourage la diversité. Un endroit qui permet de s'épanouir, où on pourrait faire du sport chaque jour, où il y aurait des activités artistiques qui permettent l'autonomie. Un endroit qui permette à chacun de s'exprimer librement, où chacun pourrait être ce qu'il est et ne serait pas mis en compétition avec les autres, où il n'y aurait plus de notes. Un endroit où on s'en sentirait écouté et soutenu, où il y aurait du lien entre la formation, l'entreprise, etc. Là, j'en passe, c'est des meilleurs. Ouais. Et la fin, c'est un endroit où on pourrait apprendre la vie. Voilà. Donc, il n'y a rien à rajouter à ça, c'est-à-dire qu'on n'a rien à inventer. Il faut juste écouter ce que ces jeunes ont à nous dire. Ils ont beaucoup de choses à nous dire. Et écouter et mettre en œuvre un système pour eux. C'est un beau message. Là, je vais vous poser la question fatidique. Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire plus tard? C'est mitigé. On est sur un 55 ans, j'allais dire à vue de nez. C'est vrai que c'est la question. Enfin, là, ils sont très jeunes autour de la table. On nous demande aujourd'hui de savoir très tôt ce qu'on veut faire. Ceux qui savent, vous savez depuis longtemps. C'est ancré. Ouais, vous êtes sûr? Bon, vous aurez le droit aussi de changer d'avis, hein. C'est pas, voilà, c'est pas le jugement dernier là. Mais il y en a beaucoup du coup qui doutent, qui tâtonnent, qui savent pas du tout ceux qui ont répondu non. Vous savez pas du tout ce que vous voulez faire ou vous avez quand même des idées? J'ai entendu derrière des idées. Donc tu sais pas, mais tu commences à. Attends, je vais te donner un micro pour qu'on t'entende bien. T'as 2 pancartes, un micro, ça va faire beaucoup. Tiens. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous intéresser. Par exemple, moi personnellement, c'est des trucs complètement différents, mais le théâtre et le droit, mais c'est complètement différent. Mais je sais pas je sais pas où aller exactement, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui sort du lot, on va dire. Voilà. C'est très intéressant ce qu'il vient de dire. Merci de prendre la parole. Pas facile. Oui, on y va, on est dans l'applaudit, bravo, merci. Et en fait, quand même, il y a un lien entre le théâtre et le droit, je pense. Donc, par exemple, donc tu vois, t'es pas loin. T'as déjà une idée. Je suis pas conseillère d'orientation, hein, loin de là. Mais il y a quand même quelque chose. Mais c'est ça, en fait, le problème, Caroline. C'est que comment on fait pour savoir très tôt? En France, je pense que c'est un vrai sujet, presque politique, l'orientation. C'est savoir ce qu'on veut faire, c'est vraiment très compliqué. Alors, au sein du groupe dans lequel je travaille, IGS, mais il y a plein d'autres écoles qui le font, on a un centre d'orientation, bilan, orientation, etc., qui propose un parcours d'orientation, donc qui fait des conférences pour expliquer les différents métiers, et qui organise aussi un parcours individualisé, totalement gratuit, qui vous permet, si vous le souhaitez, de faire des tests pour savoir si vous n'avez aucune idée vers quoi vous pourriez vous orienter, et après, qui vous propose un coaching, encore une fois, complètement gratuit, qui vous débriefe les résultats, ça peut être fait en plus en présentiel ou en distanciel, qui vous débriefe les résultats des tests, et puis après, qui vous accompagne sur plusieurs séances pour pouvoir éclaircir votre projet. Et puis, en parallèle de ça, ils organisent des immersions, des vies ma vie, des séances de découverte des métiers.
On a la chance d'avoir un énorme réseau de partenaires entreprises, donc on peut travailler avec eux, faire venir des gens, organiser des témoignages pour qu'on puisse découvrir des métiers, parce que la difficulté, c'est qu'on ne connaît pas les métiers. Voilà, donc c'est pour ça que c'est compliqué de savoir ce qu'on a envie de faire. Et puis après, on vous demande assez tôt de vous orienter, on ne se connaît pas encore beaucoup, donc c'est effectivement un vrai sujet. Donc il y a un véritable accompagnement, vous proposez un véritable accompagnement, c'est ça, Oui. ça le plus important. Puis après, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, les choses quand même ont beaucoup évolué par rapport à ça. C'est qu'il y a une époque où on choisissait une voie, c'était parfois difficile d'en sortir. C'est ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de passerelles. C'est-à-dire que vous pouvez commencer dans une voie au niveau des études, passer dans une autre voie, et puis vous allez changer de façon plusieurs fois de métier, etc. Donc c'est plus facile. Et puis, encore une fois, l'apprentissage, mais après c'est très bien aussi de faire des études initiales, mais l'apprentissage permet d'aller expérimenter. On va faire 1 ou 2 ans dans un secteur d'activité, puis se rendre compte que finalement, c'est pas tout à fait ça, faire un autre, etc. On a plein d'exemples où aujourd'hui, on a par exemple des directeurs des ressources humaines, des DRH, qui ont commencé en tant que commercial, et puis après, ils ont évolué sur des fonctions managériales dans le domaine commercial, et puis après, ils ont évolué sur un poste RH. Donc ça, c'est possible, alors qu'il y a une époque où il fallait avoir fait des études en ressources humaines pour être DRH, etc. Aujourd'hui, beaucoup de passerelles et beaucoup de possibilités de changer de métier. Oui, et ça, c'est vraiment une bonne chose. Déjà, on peut vous rassurer sur ça. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de choisir votre voie. Vous allez pouvoir faire plein de choses et ça, c'est super. Vous veniez de parler de la professionnalisation et donc, du coup, de l'alternance. Est-ce que, justement, les étudiants qui ont une formation d'alternance ou même avec des périodes de stage favorisent leur insertion sociale et professionnelle par la suite, à votre avis? Oui, l'alternance, c'est vraiment un choix qui est aujourd'hui un choix d'excellence. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on allait vers l'apprentissage quand on était un peu en difficulté scolaire. Voilà, aujourd'hui, ça s'est complètement renversé. C'est la voie d'excellence, c'est-à-dire que les jeunes viennent chercher une expérience professionnelle et on a tout un tas de jeunes qui viennent passer un bac+2 chez nous alors qu'ils sortent de bac généraux avec des mentions, etc. C'est plus du tout un sujet. On vient chercher une expérience. C'est très important. Et on vient chercher du sens, le lien avec l'entreprise. C'est ça aussi que ça donne. Donc, les stats au niveau national, on sait que 70% des jeunes qui sont issus d'un parcours en apprentissage trouvent un travail à l'issue à leur sortie, entre 3 et 6 mois après leur sortie. Ça, c'est les stats nationales. Nous, dans notre CFA, qui est spécialisé dans les métiers du commerce, donc un secteur porteur, tous les ans, on est entre 85 et 95% qui, 3 mois après leur sortie, trouvent un job. Est-ce que vous connaissez autour de la table des gens dans votre entourage qui sont en alternance ou qui ont fait l'alternance? Oui, je vois pas mal de oui. Non. Il y a pas mal de oui. Donc, effectivement, ça se répand de plus en plus. Et est-ce qu'on peut faire tous les métiers en alternance? Oui, aujourd'hui, quasiment tous les métiers. Alors, il y a peut-être quelques métiers un peu réglementés, mais quasiment tous les métiers se font en apprentissage, en alternance aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous, au sein de votre structure, vous aidez les étudiants dans leur recherche d'alternance? Parce qu'autant c'est difficile de savoir ce qu'on veut faire, autant aller chercher un stage ou aller chercher une entreprise, une alternance, c'est parcours du combattant. Qu'est-ce que vous proposez? Ça a beaucoup bougé. Mais oui, nous, on est un groupe, on forme 15 000 personnes par an. On a un campus à Paris, un gros campus à Paris, à Lyon et à Toulouse. Et on a un énorme réseau d'entreprises partenaires. Donc, effectivement, on aide beaucoup les jeunes à trouver un contrat d'apprentissage. Aujourd'hui, 70% des jeunes dans nos CFA ont trouvé un contrat grâce à notre réseau. Puis, il y en a un certain nombre qui cherchent eux-mêmes et qui trouvent eux-mêmes parce qu'ils ont des envies un peu spécifiques. Mais bien sûr, et aujourd'hui, encore une fois, la tendance est complètement inversée. C'est-à-dire qu'il y a plus d'offres en entreprise presque que de jeunes. Voilà. Donc, les entreprises ont compris aussi l'intérêt du système. Ça leur permet à eux de recruter des jeunes, de les former, de les tester et puis après de les embaucher en CDI à l'issue. C'est quelque chose de gagnant-gagnant. Est-ce que vous avez déjà... Alors, vous êtes très jeune, hein, je ne sais pas si vous avez déjà envoyé des CV à des recruteurs. Est-ce que vous avez déjà postulé? Est-ce que vous avez l'impression, avec le CV, d'être jugé quand vous postulez quelque part? Que ce soit même d'ailleurs pour des boulots d'étudiants, hein, des jobs, oui, majoritairement. Non, il y en a certains qui ne se sentent pas jugés. C'est assez fou quand même de voir ça. Oui, aujourd'hui, je crois que c'est vraiment plus... c'est un non-sens, un peu ce CV. À vos âges, qu'est-ce qu'on met sur un CV? Et encore une fois... Est-ce qu'aujourd'hui, on recrute de moins en moins comme ça? Voilà. L'année dernière, on a fait une expérience avec un de nos partenaires, Indeed, que vous connaissez peut-être, qui est un recruteur, où on a fait un recrutement sans CV. Voilà. Donc les jeunes, vous avez un lien, vous cliquez, vous êtes face à un recruteur et vous faites l'entretien. Et ça a effectivement été très intéressant et très bien vécu.
très clairement, aujourd'hui, on ne recrute pas un parcours. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que les gens ont fait avant, etc. Parce qu'en plus, des parcours un petit peu où on a vécu des erreurs, enfin, il n'y a jamais d'erreur, mais Parcours atypique. c'est super intéressant. Donc, ce qu'on recherche, moi, ce que je recherche quand je recrute, et les entreprises, c'est pareil, je les entends, c'est un projet, de la motivation, voilà, de l'originalité. Et aujourd'hui, on sait que pour réussir, une entreprise, elle doit mettre autour de la table des gens qui ont des parcours différents. Voilà, si on met autour de la table que des gens qui ont les mêmes parcours, qui sortent des mêmes écoles, etc., on n'ira pas très loin. Donc c'est très intéressant d'avoir des gens qui ont des parcours différents et de les faire travailler ensemble. Donc c'est plus un sujet. Voilà. Ouais. Et nous, dans nos CFA, on fait aucune sélection à l'entrée. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas le CV, on ne regarde pas ce qui s'est passé avant. Si avant, il y a eu un parcours scolaire accidenté, c'est pas grave. Il y a sûrement des bonnes raisons. Et on a beaucoup aussi d'exemples de jeunes qui ont eu des parcours scolaires un peu accidentés, qui reviennent vers nous après quelques temps où il y a eu du décrochage. Et c'est souvent ceux qui réussissent le mieux. Oui. Comment ça se passe du coup les sélections? Vous disiez que ça marche pas sur le CV. Vous sélectionnez comment? Vous admettez comment les jeunes? Il y a effectivement, il faut postuler sur notre site. Et puis après, ça se passe par un entretien où là, on va vérifier le projet, la motivation. Bon, voilà, c'est assez simple. Tout à fait. C'est assez simple. Et donc on s'attache vraiment à la personne et non pas forcément à son parcours. Parce que Et c'est puis, ce qu'on disait. Et on sème la bonne parole auprès de nos entreprises partenaires où on les encourage aussi à faire de plus en plus des recrutements sans CV. Parce que c'est un peu le serpent effectivement qui se mord la queue. Parce que quand on est jeune, on demande de l'expérience, mais on n'a pas d'expérience. Et alors du coup, on peut pas en avoir. Enfin, c'est terrible. Donc au moins, on a des solutions grâce à vous. Je voulais revenir sur autre chose. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez la différence, et c'est pareil, c'est pas grave, c'est pas une question piège, vous savez pas. Est-ce que vous connaissez la différence entre titre RNCP et diplôme d'État? Alors moi, franchement, je réponds non. Ok. Bon. Il y a beaucoup de non. Attention, ceux qui ont dit oui, il y a moyen que je vienne vous interroger. Là, tout de suite, tout le monde met non. Non. Ceux qui veulent pas parler sont pas forcés à parler. Est-ce que quelqu'un veut peut-être nous donner cette différence? Quelqu'un veut parler? Toi, tu connais la différence? Ah bah je sais pas, je vois oui. Attention, panneau. On a plus de... Là, la sueur froide. Tu veux intervenir ou pas? Non, t'as dit. Bon, après, c'est pas facile. Les caméras, c'est pas facile. En tout cas, c'est bien de connaître la différence. Peut-être que vous pouvez nous. Oui, parce que parfois aider. on est un peu perdu. Moi, j'imagine à votre place ou à la place des parents, les titres, les reconnaissances, on ne sait pas bien. Voilà, c'est assez simple. D'un côté, on a des diplômes d'État. Alors attends, je te donne le. Je me permets, hein, Caroline, du coup. C'est interactif. Les jeunes avant tout. Hein. Je crois, mais je suis pas sûr. Les diplômes d'État, ça sert à valider après un cursus du coup de plusieurs années généralement, alors que un titre RNCP, je crois, ça sert justement à valider une année, quelque chose de plus court, et c'est des compétences, non pas un cursus entier, mais seulement certaines compétences, je crois. Il y a de ça, mais je vais rectifier des choses. Merci, en tout cas, merci. Vraiment, vous jouez le jeu, c'est très bien, ça fait plaisir. Merci, vraiment. Alors, dites-nous tout, Caroline. En fait, aujourd'hui, il y a très peu de différences. Voilà, d'un côté, il y a les diplômes d'État qui sont validés par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Et aujourd'hui, maintenant, les diplômes d'État sont inscrits au RNCP, qui est le répertoire national des certifications professionnelles. Donc ça, ce sont les diplômes d'État. Les titres pro, qu'on appelle titres RNCP, donc répertoire national des certifications professionnelles, sont validés par la Commission de France Compétences, qui est l'instance en France qui gère la formation, et inscrits aussi à ce fameux répertoire RNCP. Ça veut dire qu'aujourd'hui, diplôme d'État et titres pro sont tous les deux inscrits dans cette base unique où chaque diplôme, chaque formation est identifiée selon un niveau de formation. Vous voyez par exemple le bac c'est un niveau 4, le bac plus 2 c'est un niveau 5. Donc aujourd'hui toutes les formations, et c'est toujours ça qu'il faut aller vérifier, sont inscrites dans ce répertoire unique qui est le RNCP. Okay, donc il n'y a pas beaucoup de différence. On peut être sur des parcours, sur des titres professionnels longs aussi de plusieurs années. Voilà, la différence n'est pas très importante. Peut-être la seule différence qu'on peut y voir, c'est qu'effectivement, sur les diplômes d'éducation nationale, parfois on est encore un peu autour du savoir et on est encore un peu sur une approche un peu académique, alors que sur les titres professionnels, on est plutôt autour, et là je rejoins le jeune homme, autour de compétences. Mais on peut être aussi sur des parcours longs et qui valident un parcours de formation sur plusieurs années. Bien. Bon, on a plein de réponses. Ça a l'air assez clair. Justement, j'en profite pour vous poser un peu une dernière question, pour avoir vraiment votre retour sur... Parce que vous voyez, c'est passé très vite.
On est déjà à la fin de cette masterclass. Vous pouviez avoir peur un petit peu au début, mais en fait non, ça passe très très vite. L'idée, c'était vraiment de vous donner la visibilité sur ce qui existe en termes de formation pour votre avenir. Est-ce que vous avez aimé l'idée qu'on vous donne la parole pour construire votre avenir? Ouais, vous êtes cool quand même. Non, mais voilà, il y a un non. Non, même toi, je suis sûre que tu as aimé. Ouais, bon, sauf si tu dis non, tu as quand même pris la parole 2 fois. Ça serait quand même assez fou. Mais voilà, moi, je vois que du vert et c'est encourageant. Est-ce que c'est pas ça qui leur manque à ces jeunes, c'est d'être entendus, de participer? Ce sont les acteurs de leur avenir et en fait, on leur demande jamais leur avis. Exactement. Et peut-être ça me donne l'occasion de conclure. Si j'avais un petit mot à vous dire, c'est que j'ai vraiment envie de vous dire de croire en vos rêves et surtout de vous écouter, de faire confiance à la vie et de vous faire confiance. C'est-à-dire que vous êtes tous des êtres uniques et personne d'autre que vous ne sait ce qui est bien pour vous. Voilà. Et donc, ce qui est bien pour toi sera peut-être pas la même chose que ce qui est bien pour toi. Et c'est ça qu'il faut écouter. Voilà. Écoutez votre petite voix intérieure, votre intuition. Faites-vous confiance et tout ira bien parce qu'encore une fois, il y a plein de passerelles, il y a plein de chemins et tous les chemins sont bons. Mais ce qui est important, c'est de trouver votre propre chemin. Et c'est vraiment ça que je vous souhaite. Merci à vous, merci Caroline. Si on vous avait dit ce matin que vous alliez être dans le vestiaire du Parc des Princes et qu'on allait vous booster comme ça et vous donner de la positivité, peut-être que vous l'auriez pas cru. Donc merci à vous en tout cas vraiment pour cette participation. Merci Caroline, c'était très clair et ça change. Vous avez une approche qui est différente, on le sent et c'est hyper agréable. Ça me donne envie de refaire des études, c'est reparti. Merci à vous. Vous pouvez aussi interagir avec nous. J'espère que vous avez eu toutes les clés et on se retrouve très vite. Merci, bravo.